Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission consacrée à la dématérialisation de la facture. À compter du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront accepter les factures électroniques. L'émission de la facture, elle, devra être obligatoire, elle est obligatoire en fait, entre 2024 et 2026 pour la totalité des entreprises. Ce vaste chantier comprend plusieurs défis à relever pour les organisations. D'abord, bien sûr, trouver une solution de dématérialisation. Ensuite, faire évoluer les pratiques des métiers et, notamment, travailler sur la qualité de leurs données. Nous en parlerons, bien sûr, au cours de cette émission. Plusieurs questions peuvent être posées. S'agit-il d'un projet de transformation beaucoup plus large? Autre question, l'ERP est-il, lui aussi, concerné? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout au long de cette émission. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions à nos invités en direct. Et nous commençons tout de suite cette émission avec notre premier invité à distance, Thierry Galvani, DSI du groupe Cegid. À tout de suite. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, je le disais, vous êtes le DSI de Cegid. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Cegid? Bien sûr, avec plaisir. Donc Cegid, c'est un leader européen de solutions cloud, solutions SaaS pour des solutions de gestion pour les entreprises. On est au cœur des SI des entreprises que l'on sert dans différents domaines métiers, comme par exemple l'expertise comptable, comme par exemple la paye, le talent, la finance, etc. Donc on est aujourd'hui très présent dans les entreprises en tant que provider de solutions SaaS. Et on est évidemment au cœur des transformations de ces entreprises qu'on aide au quotidien. La première étape, ce sera 2024 pour la capacité à recevoir de la facturation électronique. Où est-ce que vous en êtes, Thierry, dans votre groupe sur la dématérialisation de la facture? Alors effectivement, on est à la fois éditeur et on est à la fois entreprise en tant que telle, donc on est assujetti aux mêmes obligations que nos clients, bien sûr. Et dans ce cadre-là, on a pris le parti pris d'anticiper au maximum cette migration pour deux intérêts. D'abord, accompagner nos métiers à se transformer, à continuer la transformation qu'on a commencé il y a quelques années. Évidemment, de répondre aux exigences qui sont posées aujourd'hui. Et puis aussi de travailler avec notre écosystème, puisqu'on a, évidemment, on utilise nos propres solutions Cegid, notre ERP Cegid XRP Ultimate, mais on a aussi des solutions tierces. Et notre engagement est aujourd'hui de travailler avec ces solutions aussi, ces autres éditeurs, pour anticiper cette migration-là, avoir une vraie retour d'expérience et accompagner nos métiers dans cette transformation. Donc on a un double intérêt. Donc on a à la fois d'un côté et de l'autre. Donc c'est à la fois un avantage de travailler avec les R&D en direct et pour pouvoir aussi acquérir une expérience pour transmettre à nos propres clients, bien sûr. Comme d'autres entreprises, vous travaillez avec de très nombreux partenaires. Est-ce que vous les accompagnez sur ces sujets-là? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, on les accompagne et on se fait accompagner. C'est un partenariat, en fait, puisqu'on a certains éditeurs qu'on a aujourd'hui comme solution interne pour la facturation, par exemple. Et on a pris contact avec eux depuis un certain temps déjà pour commencer et pour continuer, pour anticiper cette migration et cette évolution de notre système d'information. Donc, c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant qu'on essaye de mettre en place dans notre intérêt, bien sûr, dans leur intérêt à eux et dans l'intérêt des clients que nous servons. Voilà. Est-ce qu'ils ont éprouvé des difficultés vis-à-vis de cette transformation, de cette évolution? Quel type de difficultés ils ont souligné et comment est-ce que vous les avez accompagnés, si c'était le cas, à les dépasser? Alors, dans ce cadre-là, nous, on a une expertise à la fois en tant que, on va dire, vraiment champion du légal en France. On est reconnu aujourd'hui, entre autres, reconnu pour ça. Donc, le légal, c'est dans notre ADN depuis très, très longtemps, que ce soit dans la finance fiscale ou dans la paye. Donc, on a une grande expertise par rapport à ça. Donc, on partage cette expertise-là avec eux. Et surtout, l'objectif qu'on a, c'est d'être early adopter vis-à-vis des solutions qui vont être mises en place très rapidement début 2024 pour qu'on soit prêt dans notre écosystème et qu'on soit prêt évidemment chez Cegid. Comme beaucoup d'entreprises, Thierry, vous avez
dans votre récit différents outils, les outils Cégide bien sûr, vous avez pléthore de métiers, j'imagine. Comment est-ce que vous avez adapté justement cette évolution-là légale avec l'intégration de logiciels qui, eux, sont installés depuis longtemps et constituent et vous permettent de gérer votre business au quotidien? Alors là, c'est la bonne question. C'est une super question, puisque, a priori, on n'a pas attendu ce projet-là, on n'a pas attendu ces obligations légales. Le système d'information, on continue chez nous. On fait beaucoup d'acquisitions aussi, donc ça veut dire qu'on doit intégrer de nouvelles entités, bien sûr. Et ça, c'est un challenge du quotidien. Alors, ce projet-là, je dirais, est en plus des autres. Donc, le vrai challenge qu'on a, c'est comment l'intégrer de façon la plus pertinente, de pouvoir anticiper aussi les choses. Et on a une vraie expérience à ce niveau-là aujourd'hui pour dire, faisons un certain nombre de choses préparatoires avant de bouger sur FactureX pour que ce projet-là soit le plus, on va dire, lean, le plus facile à appréhender pour les métiers. Donc, il y a une phase d'homogénéisation, et une phase de mise à jour, et une phase de préparation de ce projet-là pour faire en sorte qu'il soit, on va dire, le plus simple à gérer et qu'on n'attende pas, évidemment, le dernier moment, comme ça pourrait être le cas des fois. Non, nous, on est plutôt dans l'anticipation. Donc, c'est vraiment ça le sujet. On a commencé à travailler avec les métiers pour les accompagner. Évidemment, ça touche certaines fonctions de l'entreprise particulièrement, que ce soit dans la réception de factures, dans l'émission de factures, bien sûr. Donc, on part de la finance essentiellement et de la partie CFO Office chez nous. Et évidemment, on les intègre dans cette réflexion-là pour être sûr d'être prêt au bon moment. Alors, nous, on a pris le parti pris, comme je vous le disais, d'anticiper, d'être early adopter. Donc, notre objectif, c'est d'être prêt dès Q1 2024, alors que l'exigence, elle, est un peu plus lointaine, comme vous le savez bien. J'ai deux questions en ligne. Je vais essayer de les poser, de les traduire. Alors, pour se préparer. La première, c'est: avez-vous connaissance de la nouvelle réglementation? Je suis pas sûr qu'il y ait eu une évolution réglementaire. Est-ce que, entre ce qui a été dit par ce qui a été proposé, on entendra tout à l'heure par cette interview, au cours de cette interview réalisée par mon collègue Alessandro Sciolek, on parlera de la réglementation en détail. Est-ce que pour vous, il y a eu des changements ou des aménagements ces dernières semaines? Je pense pas, Thierry. Non, a priori non. Alors on est très à l'écoute et à la veille. Vous savez que il en va de la FactureX comme toutes les autres réglementations. Ça a tendance à évoluer, ça a tendance à se stabiliser ou pas, ça a tendance à se décaler parfois. Donc on est très très à l'écoute des évolutions. On est très présent aussi pour comprendre si évidemment dans le réseau de partenaires et au niveau État, il y a des évolutions qui sont faites pour être en compliance le plus vite possible. Mais pour l'instant, je n'ai pas de ces échos-là. Vous avez raison. D'accord. Bon, ça c'est pour la personne qui se posait la question en ligne. J'aimerais qu'on revienne. Ça pourrait arriver, on est d'accord. On est à l'abri de rien. Effectivement, on n'est pas à l'abri de grand-chose. Autre question que je voulais vous poser, Thierry, en revenant sur les logiciels, vous l'avez dit, vous n'avez pas attendu la réglementation pour vous préparer. Est-ce que vous avez notamment en anticipation travaillé sur des montées de version des logiciels métiers déjà déployés? Est-ce que vous les avez déjà adaptés? Est-ce que vous avez dû procéder à peut-être à l'apéisation entre guillemets de certains services? Comment est-ce que vous avez préparé en fait cette migration du point de vue technique et technologique? Bien sûr. Alors, on a déjà commencé à transformer notre système d'information depuis 2018. C'est un grand chantier, un gros investissement que nous avons fait. Et c'est une décision évidemment extrêmement structurante pour, comme vous le dites, apaiser, pour rénover notre système d'information. Pourquoi? Parce que fondamentalement, accompagner notre croissance, notre développement en France et à l'international. Donc par rapport à ça, c'est un chantier qui a commencé depuis quelques années. Donc on en bénéficie indirectement pour ce projet-là, bien sûr. Et puis surtout, je pense que pour vos auditeurs, les points importants qu'il faut garder en tête, c'est que votre ERP, alors ça peut être CGXRP Ultimate, ça pourrait être un autre bien sûr, il faut bien vérifier auprès de votre éditeur qu'il est en compliance, c'est qu'il a les bons niveaux de version, et probablement vous aurez à faire une montée de version, majeure ou mineure, à voir, pour faire en sorte que vous soyez prêt pour. Évidemment, cette montée de version-là, dès lors qu'elle est disponible, moi je peux inviter tout le monde à le faire, parce que ça vous met en position c'est des choses à faire en moins, par rapport à un projet technologique. Après, dans la partie apéisation, oui, on a déjà mis en place ça et on bénéficie évidemment de toute cette infrastructure-là qu'on a mis en place, de toute cette réurbanisation que nous avons fait. Mais je dirais que ça, c'est un travail qui a été fait
depuis longtemps et dont on en bénéficie aujourd'hui. Mais vraiment pour la partie ERP, je pense qu'il faut se garder en tête, si je puis me permettre, c'est vraiment vérifier que votre ERP est en compliance, est prêt pour, même si vous souhaitez faire le projet FactureX plus tard, en 2024, mais la montée de version, c'est à planifier cette année, je pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Cette montée de version que vous mentionnez vis-à-vis de l'ERP, est-ce qu'elle doit être nécessairement pratiquée en déportant son ERP vers le cloud, ou est-ce que pour vous, elle est quand même possible, dans certaines limites, tout dépend de l'ERP et l'éditeur qu'on utilise, est-ce qu'il est toujours possible de procéder à une mise à jour avec une version classique du logiciel on-premise? En gros, je reformule, est-ce que c'est plus intéressant pour vous de la mettre vers le cloud ou de conserver son ERP sur site? Alors, je dirais, en étant à la fois chez Cegid, à la fois au niveau éditeur et un DSI évidemment interne, je ne saurais que conseiller de bouger vers le cloud, de vraiment, parce que le cloud va vous apporter évidemment cet intérêt-là d'être au dernier niveau de version, et donc vous allez bénéficier de façon implicite à la mise à jour de votre logiciel ERP pour être prêt pour cette mise en conformité. Et donc ça, c'est un avantage fondamental. Évidemment, le cloud apporte d'autres avantages certains, comme la sécurité par exemple, et comme la connexion avec d'autres portails qui permettraient évidemment de fluidifier les flux de factures. Et ça, évidemment, je ne saurais que vous inviter les DSI et mes pairs à réfléchir à ça, s'ils ne le sont pas déjà, évidemment. Dans le SaaS, nous, on a fait cette vision stratégique à la fois interne. Évidemment, c'est notre business model. Mais effectivement, le cloud peut être un facteur de sécurité et d'accélération majeur. Donc, une montée de version, vous préconisez à vos confrères et consoeurs une montée de version par le cloud, ne serait-ce que par le caractère pratique, éminemment pratique du cloud. J'aimerais qu'on dise également un mot, Thierry, sur la donnée. On en parlera un peu plus tard lors de la table ronde avec nos deux autres invités. Aujourd'hui, quand on parle de facturation, eh bien, il faut des données très claires, il faut des datas propres, il faut des datas justes, il faut être en mesure de savoir à qui on facture, comment. Donc ça sous-entend d'avoir mené un travail déjà préalable, précis sur la donnée. Comment est-ce que vous l'avez mené de votre côté, et quels conseils, encore une fois, vous donneriez à vos pairs qui, eux aussi, travaillent sur cette transformation et mènent dès maintenant, en tout cas, ont dans un coin de la tête la question de la data, mais qui ne l'ont pas forcément adressée tout de suite? Alors non, dans le cas de notre transformation du système d'information interne, on a mis la data au cœur de la réflexion, bien sûr, et la donnée de facturation étant tellement sensible, puisqu'on est dans une économie, dans notre business model SaaS qui est le nôtre, on est dans une économie évidemment de souscription, dont la souscription maintenant est le cœur de la facturation et qui nous génère évidemment l'ensemble de notre revenu. Donc par rapport à ça, on a beaucoup travaillé en amont déjà sur le référentiel client, bien sûr, parce que c'est le référentiel client qui nous guide, sur la notion de contrat. Et on a très vite, on va dire, migré l'ensemble de nos contrats dans des plateformes beaucoup plus modernes, permettant de clarifier et de mettre sous contrôle, par une gouvernance renforcée, la qualité de nos données. Et ça, c'est fondamental, puisqu'on a un système d'information extrêmement intégré. Et évidemment, une donnée fausse, à un moment donné du processus, peut générer, évidemment, en amont ou en aval, des dysfonctionnements majeurs. Donc, vraiment, ce que nous avons fait, et je dirais que on peut voir ça comme un conseil, mais surtout comme un retour d'expérience, c'est mettre de la gouvernance en place sur la data. Le cycle de vie de la data, c'est quelque chose qui se manage, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Et puis aussi avoir des outils qui permettent de piloter ça de façon, je dirais, temps réel. Et on a beaucoup insisté dans ces dernières années dans la transformation de notre système d'information, dans avoir de la donnée en temps réel. Et ça, c'est fondamental aussi pour être capable d'être réactif, être capable de prendre des décisions sur la base de données pertinentes à des moments utiles du processus de cycle de vie métier. Voilà. Cette réflexion que vous évoquez pour les clients, doit-elle être identique pour les données partenaires? Absolument. Absolument. Je dirais qu'un partenaire est un client. C'est une question de philosophie. Donc c'est un tiers en fait, pour être très clair. On fait ça avec évidemment les fournisseurs de façon extrêmement, on va dire, similaire. Alors
C'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais en termes de qualité de données de base, on a cette rigueur, cette exigence fondamentale, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça sous-entend que les entreprises qui aujourd'hui ne disposent pas, vous parliez de gouvernance d'une part, mais peut-être même d'une stratégie de stockage de données, de cartographie de la donnée, il y a tout un tas de notions qui doivent être mises en place. Tout cela est absolument nécessaire pour, in fine, obtenir finalement une facturation électronique qui pardonnez-moi l'expression, qui tienne la route. Alors, pour tenir la route, il faut d'abord être sur ses deux jambes, comme on dit. Et je pense que ça fait partie, comme je disais en introduction, des travaux de préparation pour faciliter les choses. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est rédhibitoire? Probablement non. Mais ça peut accompagner cette transformation-là de façon plus pérenne dans le temps. Et je dirais, FactureX est peut-être à voir comme une réelle opportunité en soi, un déclencheur pour se poser ce type de questions qu'on n'avait peut-être jamais eu le temps dans certaines entreprises de se poser, parce que ça va faciliter évidemment les choses. Là, ce qui est important dans cet exercice-là, c'est que il n'y a pas le choix, on ne peut pas éviter. Hein. C'est comme le passage à l'euro, il y a eu avant, il y a eu après, là il y aura avant et il y aura après. Anticiper les choses dans des sujets qui sont à notre main, la gouvernance, la qualité de données, la préparation de nos ERP, sont des solutions qui sont directement adressables aujourd'hui par l'ensemble des CIO. Plus ils anticiperont ça, et plus évidemment l'exécution de ce projet sera facile. Donc, voyons ça comme une opportunité réelle de se poser des bonnes questions et surtout de les adresser vraiment, puisque là, il est temps d'adresser ce type de problématique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accompagne les métiers dans cette transformation? Il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est-à-dire qu'on aura une partie du traitement de la facture qui va être automatisée, il y aura d'autres manières de procéder, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais effectivement l'intégration de cette solution de dématérialisation, c'est déjà le cas chez vous, ça va être le cas pour beaucoup d'entreprises. Il y a également cette connexion à la plateforme publique. Comment est-ce que les métiers... Comment est-ce que vous, de votre côté, le DSI que vous êtes, avez accompagné les métiers à s'habituer finalement à ces nouvelles manières et ces nouveaux outils? Alors ça, c'est une excellente question, on va dire, ce qui n'est pas lié que à la technologie, évidemment. Hein. Nous, en tant que DSI, on va donner les moyens, on va donner des solutions. On adresse l'autre partie avec les métiers qu'on est en train d'adresser en ce moment, c'est toute la partie conduite du changement. Quel est l'impact au quotidien? Quel est l'impact dans les process métiers? Et ça, je dirais comme tous les projets, en fait, hein, ni plus ni moins, on met en place une gouvernance entre les métiers et nous de façon extrêmement rigoureuse. On adresse les sujets, je dirais, de façon méthodique, permettant de pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là, qui sont encore une fois pas des problématiques technologiques, mais qui sont des problématiques, je dirais, d'appropriation, de transformation digitale, et de faire en sorte que entre la solution qui est mise en place par les équipes de la DSI et l'utilisation qu'en est fait par les équipes métiers, on n'a pas de perte en ligne, on est en phase et on est de façon synchrone sur le même projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Donc, je dirais que FactureX, pour nous, DSI de Cegid, c'est un projet de plus, on en a beaucoup. On est très heureux. Et puis surtout, on a la capacité justement de travailler dans ce partenariat entre le métier et nous, qui fait qu'on construit justement dans le temps, grâce à ces projets-là aussi, une sorte de trust entre nous, de confiance, qui fait qu'on peut adresser ces projets-là avec un certain niveau de sérénité. Est-ce que vous avez mis en place, comme pour certains projets, je pense au Digital Champion par exemple, qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises sous des appellations diverses d'ailleurs, qui vont faciliter l'usage de certaines solutions par les métiers. Est-ce que pour faciliter et fluidifier cette transition, vous avez mis en place des espèces de référents, je dirais, ou des référentes qui connaissent un peu mieux la solution et qui vont, si je puis dire, porter la bonne parole auprès des métiers, ou en tout cas servir de premier relais en cas de problématique en termes d'usage? Bien sûr. Alors, on a un niveau de gouvernance assez classique. Ce qui est important dans ce genre de projet comme d'autres, mais celui-là particulièrement, je pense, c'est d'avoir déjà un bon niveau de sponsorship au niveau de la direction générale, au niveau des directions métiers, que les directeurs des fonctions impactées soient vraiment intégrés dans la réflexion en amont et soient capables de mettre en place ou de déléguer les personnes nécessaires.
Après, de façon assez classique, on a évidemment des gens référents. Alors, on les appelle champions, on les appelle key users, on les appelle matter experts, plein de sujets, mais en tout cas, c'est des référents métiers. Nous, on a au niveau de la DSI des référents métiers aussi qui connaissent les process du métier et qui sont capables de parler le même langage. On ne fait pas de l'IT for IT, on fait de l'IT for business. Ça, c'est important. Et de faire en sorte de monter une équipe qui soit pluridisciplinaire. Chacun doit apporter une part de la réponse à la réponse globale. C'est notre conviction aujourd'hui, et de faire en sorte que dans le temps, évidemment, ces champions métiers soient capables d'apporter la bonne parole, soient capables d'être intégrés dans le projet et soient des référents après le projet. Et puis du côté IT, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement, on comprend bien ce qui se passe, on est capable d'expliquer évidemment au niveau métier ce qui va se passer pour être au même niveau de compréhension que nos référents métiers. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est un point, moi, d'attention personnelle important pour être capable de parler le même langage. Ça, c'est un point qui permet de garantir aussi une bonne appropriation des enjeux, des solutions, et puis après du run, puisque l'important des projets, c'est pas que le projet en tant que tel, même si c'est passionnant, c'est vraiment que dans l'exécution du quotidien, puisque là, c'est une bascule, on ne reviendra pas en arrière, en tout cas en France, on puisse exécuter ça de façon la plus pertinente possible, la plus efficace possible. Donc il y a sûrement des gisements d'efficacité opérationnelle, il y a vraiment des gisements qu'on doit aller explorer avant, pendant et après le projet, permettant d'en tirer le meilleur parti possible et de transformer, on va dire, ce qui pourrait être vu comme une contrainte, le transformer comme une réelle opportunité. Thierry, j'avais une dernière question pour vous. Quels sont les gains de cette transformation en fait? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, une meilleure lutte contre la fraude, pardon, moins de travail pour les équipes. En tout cas, la possibilité de se concentrer sur des tâches peut-être un peu plus pointues, un peu plus précises. Quels sont les gains que vous pourriez citer, que vous notez ou que les métiers notent déjà? Déjà, je pense qu'il y a un point important qu'on va garder en tête immédiatement, c'est la capacité d'abord de digitaliser tous les flux, de les sécuriser et d'avoir de l'information en temps réel. Comme je le disais, le business, on va dire le temps utile du business se rétrécit de plus en plus. On a besoin de prendre des décisions plus vite, on a besoin d'avoir de la data de meilleure qualité plus vite, et on a besoin d'avoir des systèmes d'information qui soient capables de restituer de l'information en temps utile. Évidemment, FactureX va apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Ça, c'est un premier point. Un autre point que je vois aussi important, c'est vraiment de focaliser les équipes métiers sur des tâches à valeur ajoutée. Et ça, c'est un point important. C'est qu'en gros, de leur enlever des tâches qui sont à plus faible valeur ajoutée et d'être capable de les débarrasser, entre guillemets, si je puis me permettre l'expression, de ces tâches-là pour les concentrer vraiment sur de l'analyse, sur des projets, des nouveaux projets d'amélioration, et ça, de libérer du temps. Et ça, c'est important, que ce soit pour nous ou même en interne ou pour nos clients, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment libérer les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, de restituer ce temps-là pour faire autre chose. Et puis le dernier point, dans notre contexte Cegid, qui est un contexte de croissance, c'est capable d'absorber de façon plus systémique la charge, parce que l'automatisation, évidemment, alors on parlera de robotisation, d'automatisation, va permettre aussi cela. Et je dirais que c'est une réponse, ça fait partie de la digitalisation des flux qui va évidemment nous aider dans ce dernier point. Une toute dernière question, parce qu'elle est posée par quelqu'un en ligne. Trouvez-vous que les métiers sont suffisamment mobilisés et sponsors pour cette transformation? Très rapidement, Thierry. Alors, en deux mots, la question, il faut qu'on se la pose en tant que DSI déjà. OK. Est-ce que nous, on est en capacité de les mobiliser? C'est notre charge aussi, c'est notre rôle, c'est notre fonction, et c'est notre engagement de les mobiliser. Nous, grâce à ce niveau de partenariat qu'on a fait dans le temps, on ne l'a pas construit en 5 minutes, on a aujourd'hui ce niveau de fit, ce niveau de conscience ensemble. Mais je dirais, en tant que DSI, c'est notre job aussi de les mobiliser, de les éclairer, de les former, de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient embarqués. Et embarqués pas à la dernière minute, comme je disais, mais embarqués de façon anticipée le plus vite possible, parce ils auront comme ça une projection, ils auront du temps devant eux pour pouvoir se préparer avec nous. Voilà.
Donc, charge à nous à le faire. D'accord. Voilà un mot de très volontaire pour vos confrères et consoeurs DSI. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, nous allons maintenant passer à la suite de notre programme avec une interview enregistrée, réalisée par mon collègue Alessandro Sciolec, qui a tendu le micro à Céline Frakowiak, qui travaille au sein de la Direction Générale des Finances Publiques et qui va décrire pendant cette interview la mise en place de la facturation électronique et bien sûr les effets de ce changement pour les entreprises. C'est parti. Il ne reste plus beaucoup de temps aux entreprises pour se préparer au déploiement de la facturation électronique. En effet, en fonction de la taille de l'entreprise, la réforme entrera en vigueur entre 2024 et 2026. Les factures électroniques portent de nombreuses promesses: anticipation, digitalisation, harmonisation, performance, mais surtout simplifier les obligations déclaratives et lutter contre la fraude à la TVA. Nous rencontrons aujourd'hui Céline Frakowiak, directrice de projet facturation électronique à la DGFiP, pour comprendre en détail comment se prépare cette transition. Et j'ai le plaisir d'être avec Céline Frakowiak. Céline, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au ministère des Finances. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle de la Direction Générale des Finances Publiques dans la dématérialisation des factures ? Alors, la Direction Générale des Finances Publiques, c'est la direction qui porte au ministère des Finances le projet de facturation électronique. C'est un projet qui va impacter 4 millions d'entreprises, qui s'échangent à l'heure actuelle près de 2 milliards de factures chaque année. Donc, c'est un volume considérable. Et l'objectif, ce sera aussi d'avoir derrière, et c'est pour ça que c'est la Direction Générale des Finances Publiques qui porte ce projet, des traitements fiscaux, notamment le pré-remplissage de la déclaration de TVA au service des entreprises. Mais on n'est pas tout seul pour le porter. Il y a aussi l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui est un autre service du ministère, avec lequel on travaille conjointement, et qui, elle, est chargée plus spécifiquement de la construction du portail public de facturation que les entreprises pourront utiliser très prochainement pour mettre en place la facturation électronique à leur niveau. Alors, cette réforme, elle a un calendrier bien défini déjà, que vous allez nous expliquer dans quelques minutes. Mais quel a été le point de départ qui a défini la facturation électronique comme un véritable besoin ? Alors, le point de départ, en fait, il est double. D'abord, c'est aux origines, entre guillemets, de la facturation électronique, le déploiement de la facturation électronique dans les relations avec le secteur public, donc avec ses fournisseurs dans le cadre des marchés publics. C'est un projet qui s'est déployé à partir de 2017 et qui a apporté beaucoup, tant aux collectivités publiques qu'aux entreprises, en termes de gains de dématérialisation. La dématérialisation des factures, ça permet d'aller plus vite, ça permet un certain nombre d'économies également pour les entreprises, que ce soit tout simplement des économies en termes d'archivage des factures, donc c'est important. Et le deuxième point, c'est tout simplement que la facturation électronique, ça peut permettre également de répondre à d'autres besoins plus importants aussi des entreprises, tout simplement, en matière notamment de lutte contre la fraude, mais aussi de leur apporter des services plus variés au niveau de la Direction Générale des Finances Publiques, par exemple avec le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Alors, pour les entreprises, toutes les entreprises n'auront pas les factures digitales tout de suite. Ça va se dérouler entre 2024 et 2026. Et comment ça va se dérouler ? Alors, ça va se dérouler très progressivement. Effectivement, c'est un calendrier de déploiement, on va dire, progressif. Toutes les entreprises, cependant, vont devoir être en capacité de recevoir des factures électroniques à partir de 2024, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut juridique. Ça veut dire que qu'on soit une grande entreprise ou un auto-entrepreneur, en 2024, on devra avoir choisi une plateforme de dématérialisation pour pouvoir recevoir ces factures électroniques. En revanche, seules les grandes entreprises, à partir de 2024, donc en juillet 2024, seront tenues d'émettre des factures électroniques. Les entreprises intermédiaires passeront à l'obligation d'émission en janvier 2025 et, dernière vague de déploiement, les TPE, PME, micro-entreprises passeront
à l'émission des factures électroniques à partir de 2026. Alors bien évidemment, tout ça, ce sont des échéances, des jalons réglementaires. Ça n'interdit bien sûr pas à une entreprise qui serait plus volontariste, qui aurait envie d'anticiper les gains de la dématérialisation, parce que personne n'a d'intérêt au maintien d'un double flux, de pouvoir anticiper un petit peu sur ces échéances. Donc si je suis une PME en 2024, je serai tenue de choisir une plateforme de dématérialisation, tenue de recevoir des factures, pas obligée encore d'émettre des factures électroniques. En revanche, je pourrais, si je suis à l'aise avec la dématérialisation, en fonction de mon niveau de maturité numérique, commencer aussi à émettre des factures électroniques si je suis à l'aise avec le dispositif. Alors bien évidemment, on va accompagner les entreprises. On est bien conscient que c'est une petite révolution pour elles. Donc cet accompagnement, il va être pluriel. On a déjà commencé. On a créé une communauté des relais à la fin de l'année dernière qui réunit vraiment les ambassadeurs de bonne volonté autour du projet, fédérations professionnelles bien sûr, mais aussi des professionnels du conseil en entreprise, par exemple les experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels aussi, sans qui on pourrait difficilement faire avancer le projet, voire d'autres administrations que les entreprises connaissent bien, qui sont leurs interlocuteurs, comme par exemple les URSSAF. L'idée, c'est aussi pour la DGFiP de mobiliser son réseau. Et il est déjà pleinement mobilisé. On a mis en place un réseau de 150 référents en facturation électronique en fin d'année dernière. Ça veut dire que concrètement, dans chaque direction territoriale de la Direction générale des finances publiques, une entreprise peut trouver un référent facturation électronique qui sera en capacité de répondre à ces questions. On a aussi le projet, cette année, de former environ 20 000 collaborateurs à la facturation électronique pour pouvoir accompagner les entreprises vers le passage à la facturation électronique. Bien évidemment, il y aura un test de bout en bout, grandeur réelle. C'est l'objectif du pilote, le pilote facturation électronique. Donc, on aura effectivement un certain nombre d'entreprises, de plateformes de dématérialisation, d'éditeurs dont on espère qu'ils seront volontaires pour tester le dispositif avec nous. Et bien évidemment également, quand on a une question, vous comme moi, la première chose, le premier réflexe, c'est peut-être d'aller chercher un peu de documentation en ligne. Sur Internet, oui. Mais c'est aussi parfois, quand on ne trouve pas la réponse, quand on a parfois juste peur de se tromper, de décrocher son téléphone et de vouloir poser une question. Il y aura aussi un numéro dédié. Tout à fait. Il y aura un numéro national qui sera dédié. C'est un dispositif. Il est déjà disponible ou il sera disponible prochainement ? Alors, il n'est pas encore disponible. Il commencera à être disponible dans les premiers, on va dire, dans les mois qui vont précéder vraiment les premières vagues de déploiement. Fin de premier trimestre 2024. C'est à peu près ça, on va dire début du deuxième trimestre. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir déployer un vrai dispositif d'accompagnement du changement pour les entreprises, donc de façon très progressive, certes, mais pour répondre vraiment en temps réel aux questions qu'elles ne manqueront pas de se poser. Justement, il y a ce besoin d'accompagnement. Il y a une enquête récemment qui a été menée par Esker et OpinionWay qui disait que 29% des entreprises françaises n'ont pas encore commencé à se conformer aux obligations. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter que près d'une entreprise sur 3 ne soit pas encore prête à 13 mois du délai, ou plutôt se féliciter que 71% soient déjà prêtes ? Je pense que c'est un peu des deux, en réalité. C'est très positif que autant d'entreprises aient déjà entendu parler du projet. Ça veut dire aussi que les campagnes de mass mail, par exemple, que la Direction générale des finances publiques a mis en place en octobre 2022, plus récemment aussi en avril 2023, fonctionnent, atteignent leur cible. Ça veut dire aussi qu'on a encore du travail d'accompagnement auprès des entreprises avec nos partenaires, notamment les fédérations professionnelles, mais aussi les CCI, les chambres des métiers d'agriculture ou de l'artisanat. Tout ça doit encore se mettre en place et de fait, c'est satisfaisant, mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail devant nous en termes d'accompagnement des entreprises, mais on est là pour ça. C'est une direction qui est une direction de service, donc on est là au service des entreprises et on va tout mettre en œuvre pour les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a deux abréviations qui vont devenir familières pour les DSI et la DAF, c'est le PPF et le PDP. Est-ce que vous pouvez nous en parler et dire ce que ça signifie ? Alors le PPF, c'est le portail public de facturation. C'est un portail public qui sera gratuit,
qui va délivrer un service minimum de facturation électronique et de e-reporting. Et c'est ce portail dont la responsabilité incombe à l'Agence financière pour l'informatique de l'État. Donc c'est vraiment elle qui va le construire, c'est elle qui l'opérera à partir de l'année prochaine. Toutes les entreprises seront libres de choisir la plateforme de leur choix. Donc soit le PPF, le portail public de facturation, soit, ce que vous indiquiez, les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires. C'est quoi une plateforme de dématérialisation partenaire ? En fait, c'est un opérateur de dématérialisation, une plateforme privée, qui va demander à l'administration de pouvoir opérer au sein de notre système d'échange de factures, d'interagir avec le portail public notamment. Et pour ça, ils vont devoir se faire immatriculer, c'est-à-dire déposer un dossier d'immatriculation attestant de leur bon fonctionnement, attestant de tout simplement leur robustesse technique et de leur capacité à protéger les données des entreprises, parce que c'est un patrimoine économique, donc ça se protège. On a à la Direction générale des finances publiques ouvert le mois dernier, donc le 2 mai 2023, c'est encore tout récent, un service d'immatriculation qui va vraiment être l'interlocuteur dédié de référence des plateformes de dématérialisation. Donc il est aujourd'hui prêt à recevoir leur dossier. Alors, vous le disiez, l'un des buts, c'est de lutter plus efficacement contre la fraude. Alors, comment on lutte plus efficacement contre cette fraude ? Comment on lutte plus efficacement contre la fraude ? En réalité, ce qu'on cible, c'est la fraude à la TVA, parce que l'ensemble des entreprises qui vont être soumises à la réforme, qui vont entrer dans la réforme, ce sont des assujettis à la TVA. Donc, ce qu'on vise, c'est principalement la fraude à la TVA, dans l'objectif donc d'assainir la concurrence, donc une concurrence plus juste, plus loyale, au bénéfice des opérateurs de bonne foi. Dans les pays qui ont le bénéfice de l'antériorité, c'est-à-dire qui ont déjà mis en place un dispositif de ce type, de facturation électronique ou de e-reporting, on observe de façon notable une diminution de la fraude à la TVA. Concrètement, donc des gains pour les finances publiques. Donc c'est intéressant pour les entreprises, bien évidemment, pour l'État aussi. Exemple en Italie. L'Italie est passée à la facturation électronique dès 2019. Les Italiens ont justifié donc d'une amélioration de leurs finances publiques grâce à ce dispositif de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc c'est totalement... ça n'est pas rien, ça n'est pas neutre, c'est même très important. C'est pour ça qu'on tient à ce dispositif, c'est parce qu'on sait qu'il marche. Donc on sait qu'il fonctionne, ça vaut le coup donc d'embarquer les entreprises vers ce dispositif, parce qu'il y a des bénéfices pour elles. Il y en a également de façon plus générale pour l'État en termes de lutte contre la fraude. Les bénéfices pour les entreprises, c'est assez simple. Quand on a le coût d'une facture électronique, c'est moins de 1 euro en coût complet pour une entreprise. Le coût d'une facture papier, c'est entre 7 et 10 euros pour une entreprise en coût complet. Quand on sait qu'on a sur nos 4 millions d'entreprises en France, environ 1,2 million à 1,5 million d'entreprises qui ont encore un cycle de facturation exclusivement sous format papier, c'est dire tout le potentiel de la facturation électronique pour elles. C'est plusieurs milliards potentiels d'économiser. Et peut-être un autre avantage pour les entreprises, c'est l'évolution de l'ERP. Est-ce que la facturation électronique, ce ne serait pas l'occasion justement de faire cette évolution ? Alors, clairement, la facturation électronique, c'est une opportunité pour les entreprises. C'est une opportunité, ça signifie qu'il faut se poser... pour que la facturation électronique soit bien gage de compétitivité, soit bien gage de simplification, qu'il faut se poser les bonnes questions. Pour le dire autrement, passer à la facturation électronique, ça s'anticipe. Ça veut dire concrètement que les entreprises, elles doivent se poser un certain nombre de questions en amont. Il ne s'agit pas tout de suite de se dire quelle est la solution de dématérialisation que je vais utiliser. Il faut d'abord bien se connaître, c'est-à-dire quels sont mes flux de facturation. Est-ce que je suis plus en facturation électronique ? Est-ce que je vais être davantage pour certaines opérations, les opérations à caractère international ou les transactions avec des particuliers, plutôt dans le dispositif qu'on appelle e-reporting. Donc tout ça a son importance. Donc d'abord se poser les bonnes questions, bien se connaître, cartographier ses flux, identifier ses besoins et ensuite identifier la bonne solution de dématérialisation qui va finalement bien fonctionner pour l'entreprise. On est là aussi, côté administration, pour aider les entreprises. On a des travaux qu'on mène avec l'Agence pour l'informatique financière de l'État, avec les fédérations professionnelles, pour formaliser, on va dire, des cas d'usage qui sont dans les spécifications externes du PPF et qui permettent en fait de traiter les différents cas particuliers de tout un tas de secteurs économiques. Donc c'est très très concret. Par exemple dans le secteur de la restauration, par exemple dans le secteur de l'autoroute, mais il y a bien d'autres secteurs comme celui de la grande distribution qui sont concernés par tous ces cas d'usage. Et est-ce que justement donc ce double chantier entre intégrer une solution de dématérialisation
dématérialisation de la facture et se connecter au service public de collecte des factures, c'est pas trop lourd pour des entreprises qui sont déjà en pleine transformation numérique dans d'autres domaines? Alors encore une fois, vraiment, passer à la facturation électronique, il faut dépasser le cadre de l'obligation légale. Certes, c'est une obligation légale, mais c'est une obligation qui peut apporter beaucoup à l'entreprise pour peu qu'elle se saisisse de l'opportunité qu'il y a derrière. Ça veut dire que c'est aussi la raison pour laquelle nous, côté administration, on s'est attaché à leur donner un maximum de visibilité sur les attendus de la réforme. Concrètement, dès l'été 2022, toutes les entreprises qui passeront à la réforme l'année prochaine, les éditeurs de logiciels, les plateformes de dématérialisation, chacune des parties prenantes dispose depuis l'été 2022 de tout ce qu'il lui faut, de toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler, s'adapter. Le passage, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il sera progressif. Mais il y a aussi un certain nombre d'éléments de souplesse au sein de la réforme qui doivent permettre aussi d'aider les entreprises à se projeter dans la facturation électronique au-delà de la trajectoire de déploiement en plusieurs vagues. On sait que, par exemple, en Italie, quand l'Italie a imposé la facturation électronique en 2019, pour donner un exemple, ils ont imposé un format unique de facturation électronique, un format informatique unique. Là, on a fait le choix, en accord avec les entreprises, avec les fédérations professionnelles qui les représentent, d'être un peu plus souple. On accepte 3 formats informatiques, structurés, semi-structurés, pour donner vraiment le choix aux entreprises, pour leur permettre de s'adapter de façon aussi indolore que possible à ces nouvelles obligations. On peut aussi, il n'y a pas que des entreprises qui se raccorderont à des PDP ou forcément au PPF, on peut aussi se dire qu'au-delà de l'acquisition, par exemple, d'un logiciel de facturation, certaines entreprises n'auront pas ce besoin, ou ne voudront pas forcément consentir cet investissement. C'est légitime. C'est aussi le rôle du portail public. Et par exemple, pour une micro-entreprise, donc qui a un faible volume de facturation, environ 10 à 20 factures sur un mois, on peut très bien imaginer que l'entreprise fasse le choix, non pas de se connecter à des plateformes de dématérialisation partenaires, mais ait envie d'avoir un service de saisie directe de ces factures sur le portail public. Ça, ce sera possible sur le portail public. C'est aussi un élément de facilitation pour les entreprises pour passer à la facturation électronique. Et puis, c'est une réforme qu'on fait certes au niveau de l'État, mais sans nos partenaires, on ne pourrait pas aboutir. Donc, on est certain aussi que, bien évidemment, les plateformes partenaires, parce que ça fait partie de leur rôle, seront aussi aidantes que possible avec les entreprises. Elles y ont tout intérêt pour que les choses se déroulent le mieux possible. La facturation électronique, une opportunité dont on peut déjà se saisir et pour laquelle il faudra être prêt d'ici juillet 2024. Merci beaucoup, Céline Frakowiak. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à Céline Frakowiak qui est, je le rappelle, directrice du projet facturation électronique au sein de la DGFiP, et également merci beaucoup à mon collègue Alessandro pour cette interview. Restez avec nous parce que je vous retrouve tout de suite pour la table ronde avec nos 2 invités. À tout de suite. Nous allons prolonger cette réflexion autour de la facturation électronique avec nos 2 invités. Nous sommes ce matin avec Camilla Ferrat. Camilla, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes solution consultant chez OpenText. Rappelez-nous qui est OpenText, s'il vous plaît. Alors, OpenText, c'est l'un des leaders en matière d'intégration dans le cloud et c'est aussi un prestataire de services de facturation électronique qui se positionne dans le cadre de la réforme en tant que futur PDP pour accompagner les entreprises françaises pour être conformes. Redéfinissez, Camilla, s'il vous plaît, PDP. PDP, c'est plateforme de démat partenaire. C'est l'un des prestataires, ou en tout cas une forme de plateforme qui sera autorisée à échanger des factures dans le cadre de la réforme. Bon, on va y revenir. Parler pas mal de fois même. Exactement. Et nous sommes également avec Fad Nouman. Fad, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes Finance Manager chez Big Fernand. Allez, présentez quand même si lorsqu'on en parle, je pense que beaucoup de gens comme moi sentent l'odeur parfumée de la viande. Je vais effectivement vous en dire un petit peu plus. Bon, Big Fernand, c'est un groupe de restauration qui a été fondé en 2012 autour du concept du burger gourmet. On a aujourd'hui une 60aine de restaurants en France métropolitaine et on est présent également à Londres et au Luxembourg. Et donc voilà, on a connu une phase de développement assez intense sur ces 4-5 dernières années. Alors, on parle effectivement, on va continuer notre réflexion, je le disais, sur la facturation électronique. Pendant l'interview vidéo, il y a 2 mots là qui
qui m'ont marqué, ces petites révolutions. Camilla, à quel point aujourd'hui cette transformation cette évolution vers la facturation électronique représente, j'aimerais avoir votre avis un peu à chaud sur ce qu'on vient de voir, représente une petite révolution pour les entreprises? C'est en effet une petite révolution et même une grande révolution pour certaines entreprises qui passent du 100% papier au 100% électronique. Ou du 100% Excel. Ou du 100% Excel. Oui, parce qu'il y a des 100% Excel, il y a du 100% Word et il y a du 100% papier. À la limite, celles qui sont sur l'Excel, ça va être un peu plus simple pour elles pour passer à la facturation électronique, mais celles qui partent du papier, pour les 4 millions petites et moyennes entreprises françaises, ça va être une petite révolution en effet, parce qu'il va falloir adapter son mode de fonctionnement, son mode d'envoi, de réception des factures et de leur traitement. J'allais dire un calvaire, mais on va rester sur le mot, révolution. La directrice de la DGFiP a mentionné durant cette interview une réforme qui allait permettre aux entreprises de réduire le paiement, les délais de paiement, c'est important, et de gagner également en productivité. Est-ce que pour vous, quand vous regardez de votre fenêtre, c'est vraiment les améliorations que vous notez? Ça peut être des améliorations à noter pour les entreprises. Néanmoins, il y a quand même certaines précisions à apporter. Donc l'un des objectifs, en effet, c'est d'améliorer les délais de paiement et de les réduire. La réforme telle qu'elle est designée aujourd'hui, elle permettra en effet de calculer précisément les délais de paiement, parce que les entreprises, elles sauront à partir de quelle date la facture a été envoyée, à partir de quelle date la facture elle a été payée. Néanmoins, si les entreprises ne font rien pour améliorer le traitement des factures en réception, cela ne va pas permettre pour autant de réduire les délais. Je m'explique. Les entreprises qui se disent dans le cadre de la réforme, je vais profiter de la réforme pour faire le strict minimum. Le strict minimum, ça va permettre de calculer les délais de paiement en cas de contrôle par la DGCCRF des délais de paiement grâce à ces données de facturation. En effet, la date où les délais seront connus d'une façon certaine. Pour les entreprises donc, qui n'ont pas un processus de traitement des factures entrantes, de workflow de validation qui permet d'accélérer le traitement de la facture, chose qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la réforme, ça ne changera pas grand-chose. Si la facture elle arrive dans une boîte email et qu'elle reste 10 jours, ça ne va pas permettre de réduire les délais de paiement. Et un autre point aussi, c'est les statuts ou ce qu'on appelle les cycles de vie qui sont obligatoires dans le cadre de la réforme. L'administration fiscale, c'est en effet contentée ou c'est limité à certains statuts qui sont obligatoires pour ses propres traitements dans le cadre de la réforme, notamment la lutte contre la fraude, et n'a pas rendu obligatoire certains statuts qui auraient pu en effet aider les entreprises à améliorer le traitement des factures. Par exemple, certains statuts... Par exemple, il y a le statut rejeté, refusé qui sont obligatoires, mais on n'impose pas un délai pour les refuser. Donc, une facture, elle peut attendre 4 semaines, 6 semaines avant d'être refusée. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut être vrai, mais l'entreprise, justement, il ne faut pas qu'elle se contente d'être conforme et strictement conforme aux exigences. Et il faut penser à cette réforme en quick win et comment je peux utiliser cette facture électronique pour améliorer mes processus, les automatiser et gagner en performance et donc gagner sur les délais de paiement. On va en parler de ces avantages. Fad, vous avez commencé, vous, dans votre entreprise, à dématérialiser en 2016. Pourquoi avoir démarré si tôt ? En effet, ça, c'est relativement tôt, surtout pour une entreprise de notre taille, puisqu'en 2016, on était quasiment 2 fois moins gros qu'aujourd'hui. L'idée, ça a été toujours... la première guideline, ça a été l'efficacité. On a mis 2016, c'était le tout début de l'internalisation de la fonction comptable chez nous. Donc on a recruté d'abord une petite équipe comptable et l'idée ça a été tout de suite d'être le plus efficace possible avec des faibles ressources. Donc on a mis en place une solution de dématérialisation avec un prestataire qui s'appelle Use, qui avait déjà développé une belle solution qui commençait à s'imposer sur le marché français. Moi, l'ayant connu d'ailleurs dans une vie professionnelle antérieure, je connaissais déjà un petit peu l'outil. Ça a permis, comme le disait très justement Camilla, de mettre en place quasiment simultanément des circuits de validation en interne. Alors pour une petite structure, c'est clé, parce que l'information ne circule pas aussi bien quand on n'a pas des workflows hyper bien définis, encore plus quand on est dans une entreprise qui n'est pas forcément hyper bien structurée. Donc ça a permis à la fois d'automatiser un certain nombre de tâches, de gagner beaucoup de temps dans la saisie des factures
et de mettre en place des circuits de validation qui ont permis de fluidifier vraiment toute la circulation de l'information. Donc très rapidement, effectivement, 2016, mise en place de la solution, et on a gagné en efficacité au fil des mois, au fil des années, pour arriver, j'ai envie de dire, à maturité au bout de 2-3 ans, où on a vu également, mais je pense qu'on va en parler par la suite, le nombre de nos fournisseurs augmenter et surtout passer également sur des formats dématérialisés. On en dira bien sûr un mot. Je vais poser la même question à Camilla, mais vous l'avez dit, on a parlé en préparation de cette discussion, du fait qu'effectivement vous êtes une ETI, vous êtes assisté par un partenaire technologique. Est-ce que vous avez une idée du travail sur la donnée qui a été fait par votre partenaire en coopération bien sûr avec vous? Alors au début, il a été relativement important. Déjà parce qu'il a fallu évidemment cadrer notre base de données fournisseurs, intégrer toute une... C'est le propre d'une migration vers un nouvel outil. C'est vraiment intégrer toute la data au départ pour avoir un référentiel qui soit propre et tout de suite fonctionnel. Ensuite, alors vous le savez, Big Fernand, c'est une entreprise qui est autour du concept de burger gourmet. Qui dit burger gourmet dit souvent produits locaux et frais. Et du coup, dit producteur et circuit court dans certains cas. Et donc, ça veut dire travailler avec un écosystème de fournisseurs qui va être très diversifié d'une structure nationale, voire internationale, comme Transgourmet, par exemple, ou Métro, qui travaille avec tout le monde de la restauration. Mais également d'un petit producteur de fruits et de légumes ou d'autres produits un peu plus locaux. Et donc, qui va avoir tendance à pas forcément avoir le même format de facture. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, évidemment. On n'en fait pas un critère de choix parce qu'on ne veut pas renier notre identité, notre ADN. Mais c'est donc du coup de si vous voulez, s'accorder, de collaborer efficacement avec tous nos fournisseurs. Donc on leur demande effectivement de répondre à certains standards qu'eux sont en mesure de faire. Simplement, le démarrage est forcément un petit peu particulier parce qu'il faut effectivement se roder là-dessus. Mais clairement, notre courbe d'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure, en 3 ans, entre 2016 et 2019, on est arrivé un petit peu avant le Covid avec 90% de notre base fournisseur qui était capable de répondre aux standards que demandait Use. Donc un travail déjà fait important par vos fournisseurs. Même question pour vous sur la donnée, Camilla. On a parlé de compliance, on a beaucoup parlé avec notre premier invité. On sait qu'aujourd'hui, la qualité de la donnée est un axe de travail important. Pourquoi est-ce qu'il est absolument nécessaire de mener ce travail-là? Et deuxièmement, comment les entreprises peuvent, parallèlement à cela, préparer leur système d'information pour justement être prêt pour cette dématérialisation de la facture? On a une question en ligne, après, je pense qu'elle s'adressera à vous. Ça marche. Alors, moi, pour le coup, toute la partie données, j'appelle ça le nerf de la guerre. Parce qu'on peut très bien choisir une plateforme de démat partenaire, comme le soulignait la directrice de projet. On peut très bien choisir une plateforme de démat partenaire. Néanmoins, si on n'a pas les données pouvant aller dans les fichiers qui seraient envoyés comme facture, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on constate que la plupart des entreprises aujourd'hui, il y a toute la partie référentiel client et référentiel fournisseurs qui sont très importants parce que jusque-là, la plupart des entreprises ne traitaient pas certaines données, notamment les sirènes, les numéros de TVA des clients et des fournisseurs. Ça devient des mentions obligatoires à mettre sur la facture. Donc, si ces mentions sont disponibles, mais pas de qualité ou absentes, on ne peut pas envoyer des factures. Donc, d'où l'importance de d'abord que les entreprises travaillent sur leur référentiel client, fournisseurs, articles. Je rajouterais d'un point de vue fiscal leur code TVA parce qu'il est important aussi d'avoir un traitement de TVA correct pour bien processer la facture dans le cadre de la réforme. Et après, il y a toute la partie données des articles qui sont vendus, qui sont achetés, parce que c'est obligatoire également dans le cadre de la réforme. Donc les entreprises aujourd'hui, certaines ont bien compris que la donnée, c'est le nerf de la guerre, donc elles ont commencé déjà à travailler dessus. D'autres attendent leurs éditeurs de logiciels, justement, parce qu'elles se disent, l'éditeur travaille sur des nouvelles versions qui vont me permettre de rajouter des nouvelles mentions. Parce que la réforme aussi, c'est des nouvelles données qui, jusque-là, n'étaient pas obligatoires ou n'étaient pas du tout connues par la plupart des entreprises. Donc, ça veut dire qu'il va falloir adapter aussi les ERP, les logiciels de facturation,
pour être en capacité d'émettre des factures avec ces nouvelles mentions. Une facture de biens, une facture de service, une facture au débit, une facture aux encaissements. Donc tout ça, c'est très important. Et donc les entreprises comptent beaucoup sur les éditeurs pour faire ce travail. Et quand elles n'envisagent pas des remontées de version tout de suite, parce qu'il y a des plus gros projets de transformation, elles se tournent un peu vers les prestataires de démat partenaires, un peu comme nous, pour nous demander de l'enrichissement de données ou même des outils de saisie en ligne pour pouvoir générer des factures qui sont conformes ou dans le format qui est attendu par l'administration fiscale. Question d'un de nos auditeurs ou auditrices. Devons-nous passer par une plateforme intermédiaire entre distributeurs et fournisseurs? Alors on parlera des plateformes un peu plus tard, mais bon, la question arrive maintenant. Donc devons-nous passer par une plateforme intermédiaire entre distributeurs et fournisseurs? Je pense que la question s'adresse à vous. Alors clairement, si par distributeur et fournisseur, on est émetteur d'une facture et récepteur d'une facture, oui, le recours à une plateforme de démat partenaire ou au portail public de facturation pour échanger les factures quand les deux entités sont françaises, ça sera obligatoire. Néanmoins, quand l'une des entités n'est pas française, là, il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à ce PPF ou à cette PDP pour échanger des factures. Réponse très, très précise. Fad, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre partenaire technologique, justement, pour vous permettre, Camilla a justement indiqué à quel point il y avait parfois des petites subtilités qui étaient quand même importantes. Comment est-ce que votre partenaire technologique vous a justement permis d'être sur les rails et de choisir la bonne solution et de faire en sorte que justement votre outil, on en parlera aussi un peu plus tard, puisse être utilisé facilement ou au moins se connecter facilement avec ceux employés par vos fournisseurs et partenaires? Alors, ça faisait partie de notre cahier des charges au départ, c'est de vraiment travailler avec des prestataires qui allaient être en mesure de nous permettre de toujours être, évidemment, en respect de la législation, ça c'est le strict minimum, mais en plus de gagner cette efficacité, cette efficience que je mentionnais tout à l'heure en début de table ronde. Donc, clairement, ça a été toujours de travailler avec des acteurs qui ont les épaules assez larges et les reins assez solides pour nous accompagner parce que, comme je vous le disais en préparation de l'interview, nous, on n'a pas de profil DSI en interne. On fonctionne vraiment, encore une fois, avec l'esprit start-up comme au départ. Donc, on n'a pas forcément misé, en tout cas tout de suite, sur l'internalisation de cette fonction. Donc, c'est directement les métiers qui gèrent ce type de projet et donc, ils ont besoin d'être accompagnés par des prestataires qui soient solides. On travaille avec donc deux partenaires technologiques, comme vous le disiez, Use pour la partie dématérialisation et Sage pour la partie comptable. Les deux communiquent entre eux. Donc ça a été un des gros points également sur lequel moi j'avais mis un point d'honneur. C'était que les solutions, au-delà de nous permettre de gagner en rapidité, en efficacité, elles puissent communiquer entre elles et que ça soit très fluide pour nos équipes. De ce fait, on a toujours travaillé main dans la main avec Use et Sage qui nous proposent à nous des solutions qui sont accessibles via le web, qui se mettent à jour sur une échéance, alors selon les cas, mais sur une échéance annuelle ou semestrielle, même quand il y a des mises à jour qui sont à faire à échéance plus courte. Et vraiment, si vous voulez, on leur sous-traite cette compétence de nous assurer d'assurer nos arrières en fait sur le respect des différentes à la fois législations et des différentes optimisations. Donc on fait si je résume un peu les 3-4 dernières années, on a fait une migration de version quasiment annuelle, une vraie migration de version, peut-être pas entre 2020 et 2021, mais on est passé régulièrement à l'étape, en tout cas à la version supérieure, de par notre agrandissement de taille, donc l'accroissement de nos volumes également. En upgradant nos versions, ça permet d'automatiser encore plus de tâches et d'aller plus vite sur un certain nombre de choses, mais également pour s'assurer encore une fois, qu'on respecte toutes les législations qui nous incombent. Et je mentionnerai un dernier point, c'est qu'effectivement, nos deux prestataires, alors je crois qu'ils n'ont pas encore eu de formalisation de ça, mais les deux ont postulé pour être PDP, en l'occurrence, que ce soit Use ou Sage. Donc on sait qu'au moins des deux, a priori, sera désigné et dans le meilleur cas les deux. Dans tous les cas, nous on prévoit en tout cas à court terme de continuer de travailler avec les deux. D'accord. Est-ce qu'il faut choisir justement, à la lumière de ce qu'elle vient de dire Fad, est-ce qu'il faut choisir justement, sur quels critères on choisit justement le prestataire qui travaille déjà avec nous, qui peut être PDP,
quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? Est-ce que le caractère un peu historique de la relation qu'on a déjà avec un opérateur ou avec un acteur, eh bien, prime, ou est-ce que c'est plutôt le nombre de fonctionnalités, mais là, peut-être prendre le risque de partir avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément? C'est très variable, au fait, en fonction des besoins des entreprises et justement de ce qui a été fait ou de ce qui reste à faire et de la stratégie de l'entreprise. Quand on est sur des TPE, des entreprises franco-françaises qui ont déjà leurs prestataires français, qui travaillent, avec qui elles travaillent, donc on constate qu'elles préfèrent continuer à travailler avec ce même prestataire dès lors qu'il envisage d'être PDP. Néanmoins, on constate que lorsqu'on est sur des sociétés françaises qui appartiennent à des grands groupes internationaux, il y a quand même des réflexions de changement qui sont au sein des entreprises. Donc, en effet, on a des obligations de facturation en France qui vont arriver. On a la même obligation qui arrive en Pologne. Et on a la même obligation qui va arriver en Espagne, en Belgique, l'Allemagne et plein d'autres pays européens qui annoncent ça. Donc, c'est pour ça que certaines entreprises de grands groupes internationaux commencent à réfléchir aussi, à se dire si je choisis... OK, je travaille avec un prestataire local depuis des années. Néanmoins, le groupe commence à se dire il est peut-être temps de passer à un prestataire de facturation électronique global pour nous accompagner, pas uniquement au niveau de la France, mais au niveau de tous les autres pays. Et justement, nous, OpenTech, c'est vraiment l'un de nos cœurs de métier et notre expertise, c'est que on est déjà présent en France et on accompagne nos clients dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment l'un des premiers critères qui est choisi par les entreprises. Après, il y a plein d'autres critères. Hein. Ça peut être aujourd'hui, mon prestataire traite un certain volume de factures. Demain, je passe entre 10 000 factures par an à 3 millions de factures. Donc, un prestataire en capacité de recevoir et de traiter 3 millions de factures. C'est très, très gros pour un prestataire de facturation électronique. La plupart des prestataires aujourd'hui français ne supportent pas ce volume de factures. Donc, il y a aussi cette capacité du prestataire à s'adapter à cette typologie de besoin. Il y a des prestataires, par exemple, parce qu'ils ne proposent pas tous la même chose. Il y a des prestataires qui vont proposer des workflows de validation, par exemple, et l'entreprise serait à la recherche d'un prestataire qui va faire de l'échange EDI. Et donc, en fonction du besoin de l'entreprise, on constate en effet qu'il y a peut-être le prestataire actuel ne peut pas répondre à ses besoins, donc dans certains cas, le changer pour un autre prestataire qui peut répondre à plusieurs besoins qui sont pour certains nouveaux et créés grâce ou à cause de cette réforme. Vous avez regardé, vous, Fad, le volume de factures que pouvait traiter un de vos prestataires. Est-ce que parfois le prestataire, le vôtre en l'occurrence, doit procéder, s'il veut vous garder comme client, bien sûr, doit procéder à des adaptations? Est-ce que vous l'avez encouragé au prestataire en question à augmenter sa capacité? Alors, on a regardé évidemment ce critère-là. Hein. On a regardé effectivement les deux contraintes qui étaient mentionnées par Camilla, c'est-à-dire la contrainte technique, purement technique, et la contrainte de volume. Et il se trouvait que effectivement alors c'était déjà un prestataire qui était relativement solide, hein, qui avait une présence d'ailleurs pas qu'en France, et ils nous ont très rapidement proposé différentes formules qui nous ont prouvé en fait qu'ils étaient capables de nous accompagner dans le temps. Nous on savait que la taille de notre réseau allait faire x2, x3, x4 entre 2016 et 2023. On est passé de 15 à 60 restaurants. Et ils ont été capables d'upgrader. Alors on émettait encore, on recevait en l'occurrence en 2016 probablement quelque chose comme 5 ou 6 000 factures par an. On était sur une moyenne autour de 400-500 factures par mois, ce qui est pas délirant. À l'époque, on avait très peu de restaurants. Aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne autour de 1500 factures par mois, ce qui fait entre 15 et 20 000 par an. Et il y a eu cet upgrade, encore une fois, ce que je mentionnais tout à l'heure, cet upgrade de formules, de versions qui permet de nous accompagner. Et je sais qu'aujourd'hui, on est, je dirais, un peu dans le ventre mou de leurs clients, parce qu'on sait qu'ils ont des clients qui sont plus gros. Au-delà d'une certaine taille, j'imagine que le client n'est plus client. En l'occurrence, il internalise, il choisit sa propre solution parce que ça devient, en termes d'économie d'échelle, plus intéressant pour lui. Mais on est encore dans ce ventre mou, je dirais. Donc on est sur une formule intermédiaire. Et on sait qu'on a encore cette marge de progression, ou en tout cas d'accroissement de volume avec eux. Idem pour la partie technique, parce qu'on sait qu'ils postulent en tout cas pour être PDP. Probablement ils le seront, ou peut-être qu'ils ne le seront pas. Et dans ce cas-là, Sage, a priori, le sera. Mais voilà, on a
on a commencé déjà à travailler avec les deux sur les échéances qui vont arriver. Juillet 2024, c'est une date qui est déjà cochée chez eux avant d'être cochée chez nous. Elle est cochée chez nous, évidemment, mais elle a été cochée chez eux bien avant. Donc on travaille pour avoir toujours à minima 6 mois d'avance sur les deadlines et être capable d'avoir des solutions qui seront compatibles et en respect de la législation, probablement début 2024, bien en amont des obligations qui viendront en juillet 2024 et en janvier 2025 pour nous, pour la partie émettrice d'abord et puis pour la partie de réception et puis ensuite pour la partie émettrice. Camilla, comment est-ce qu'on transforme une telle contrainte? On l'a dit tout au long de cette émission, elle est étatique, elle est fiscale. Comment est-ce qu'on en fait une opportunité, sachant que quand on prend les autres contraintes, je peux parler de la donnée, je peux parler encore d'autres exemples, elles ont été plutôt vécues comme des freins, des freins à l'innovation dans certains cas. Comment est-ce qu'on en fait finalement, comment est-ce qu'on fait de cette obligation un moyen finalement pour l'organisation de prendre son élan pour partir vers autre chose? Alors, la plupart des entreprises vont considérer déjà que traiter une facture papier, c'est pas simple. Et c'est la raison pour laquelle elles se disent maintenant, comme on est sur de la donnée informatisée, structurée, ça va faciliter de mon côté le traitement de l'information. Donc c'est la raison pour laquelle on identifie aujourd'hui au sein des entreprises, bien évidemment, la contrainte fiscale. Et donc il faut être conforme fiscalement, être en capacité d'émettre une facture, d'avoir une PDP ou un PPF pour émettre ou recevoir les factures. Mais on constate aussi que les entreprises, elles se disent c'est peut-être l'occasion pour mettre en place une automatisation des processus qui va me permettre d'améliorer le traitement de mes factures, un peu comme ça a été décrit au début de la table ronde. Donc en effet, on va identifier d'autres typologies de besoins qui sont une solution de P2P pour automatiser le traitement de ma facture entrante, une solution de O2C pour automatiser ma facturation sortante, réduire les délais de paiement grâce aux données qui sont sur les factures. Et il y a aussi certaines entreprises qui cherchent aussi à externaliser aussi ou avoir du support sur toute la partie déclarative. On parle beaucoup de la facturation électronique depuis ce matin. Il ne faut pas oublier un autre volet très important de cette réforme, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. C'est une obligation d'envoyer des données à l'administration fiscale. Les entreprises envoient déjà beaucoup de données à l'administration fiscale. Donc c'est la raison pour laquelle aussi elles profitent de cette réforme pour harmoniser, mettre en place des contrôles permettant d'assurer la cohérence entre toutes ces typologies de données qui sont requises par l'administration fiscale. Le e-reporting dont vous parlez sera également obligatoire. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en détail ce que c'est? Alors, le e-reporting, vous faites donc l'obligation de facturation électronique, elle s'applique uniquement sur ce qu'on va appeler les transactions réalisées entre assujettis français. Ça veut dire des entreprises qui sont établies, immatriculées à la TVA en France. L'un des objectifs de la réforme, comme précisé par la directrice de projet de la DGFiP, c'est aider les entreprises à faire ce qu'on appelle le pré-remplissage de la déclaration TVA. Comme il l'est, comme le pré-remplissage pour les impôts. Exactement. Et donc, en utilisant uniquement les données de facturation électronique des transactions domestiques, la DGFiP ne pourra pas pré-remplir cette déclaration. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle demande aux entreprises d'envoyer toutes les autres typologies de données de factures émises ou reçues qu'on aurait échangées avec des entreprises étrangères, à des clients particuliers, les tickets de caisse par exemple, pour les envoyer à l'administration fiscale. Donc on parle beaucoup d'ailleurs depuis ce matin des PDP, etc., et des éditeurs de logiciels de facturation. Il ne faut pas oublier aussi les éditeurs de logiciels de caisse qui sont attendus aussi dans le cadre de la réforme parce qu'ils doivent générer les données des reportings qui sont attendues par l'administration fiscale. J'aimerais, Camilla, qu'on dise aussi un mot sur les métiers. J'ai posé tout à l'heure la question, en fait cette question vaut pour tous les deux, je l'ai posée tout à l'heure à Thierry Galvani de Cégide. Comment est-ce que de votre côté vous avez accompagné, alors dans votre cas, comment est-ce que vous avez accompagné les métiers? Ça c'est une première chose, et comment dans votre cas vous voyez justement la réussite de cette transformation, et comment pour vous il est nécessaire pour le DSI, pour le gestionnaire dans des entreprises de taille plus petite, d'accompagner les métiers. On va commencer par vous, Fad. Alors effectivement, nous, on était
contraint et forcé, j'ai envie de dire, de mettre les mains dans le cambouis pour bien comprendre quel était notre champ d'intervention, n'étant pas expert technique, encore une fois. Donc pour la comptabilité, moi je travaille avec une collaboratrice qui est très au fait, alors qui est très branchée technique, donc qui va au-delà, qui fait un peu du dépassement de fonction, de sa pure fonction comptable, et qui va aller décortiquer la solution avec nos prestataires, avec dans l'idée de vraiment d'avoir une prestation qui est complète, et encore une fois d'être sûr que tous les champs sont couverts. Ça a été le cas avec Use sur l'intervention et la prise en compte et la détermination du format de facture qu'on allait adopter, et avec Sage dans l'upgrade des différentes versions au fil du temps. Mais donc finalement l'accompagnement des métiers pour une structure comme la nôtre, ça va être tout simplement de leur montrer et de manière très très concrète les gains de temps et d'efficacité du quotidien. On parlait il y a quelques instants du pré-remplissage de la déclaration de TVA, ça c'est concret. Notre responsable comptable qui est en charge des rapprochements de TVA, elle va voir une avancée très très concrète de cette nouvelle réforme. On parlait également des tickets de caisse et ce qu'on appelle des rases fiscales qu'on fait nous avec notre partenaire depuis assez longtemps, puisque c'est un document qui, au-delà de sa valeur fiscale et des éventuelles mises à disposition du fisc qui pourraient nous être demandées, c'est un document qu'on utilise aussi pour faire nos propres rapprochements en back-office en interne pour rapprocher les différents modes de règlement des encaissements qu'on reçoit par ailleurs. Donc la déclaration de chiffre d'affaires qu'on vient rapprocher de nos flux bancaires. Donc tout cela, chez nous, pour les métiers en tout cas, ça n'aura de valeur que si c'est concret. Que si c'est concret et que si c'est applicable dans des procédures du quotidien. Dans une structure comme la nôtre, encore une fois, les métiers sont très terrain en fait. Il y a très peu, clairement en interne, on a personne qui a le titre de chef de projet. Tout le monde est directement lié à un métier, directement lié à du terrain, et vient ajouter à sa casquette des projets qui pilotent parce qu'il le concerne plus ou moins directement. Donc voilà, les exemples qu'on vient de citer, c'est vraiment des exemples concrets qui vont nous permettre de très vite comprendre, déjà, les apports et les gains de temps qui vont être générés par cette petite révolution, et à côté de ça, d'être capable d'accompagner une structure comme la nôtre vers un nouveau mode de fonctionnement. Camilla. Alors, si je prends la casquette d'OpenText en tant que prestataire de services de facturation électronique, je dirais ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on constate que pour ce type de projet, les entreprises ont construit justement des équipes transverses pour faire cette réforme-là. Et donc, elles s'aident entre elles déjà. Donc, on va trouver des équipes avec des représentants informatiques, des représentants comptables, fiscaux, mais aussi les ventes et les achats. Parce que les entreprises constatent en effet que c'est une réforme qui ne touche pas que le système d'information, qui ne touche pas que la fiscalité. C'est une réforme qui impacte tout le business du début jusqu'à la fin. Même vous et moi, en tant que salariés d'une entreprise, la réforme va toucher nos notes de frais, par exemple. Et donc, c'est ce type d'informations qu'on essaye en tout cas de partager en tant que prestataire, nous, avec nos clients. Par exemple, quand on a des réunions avec que l'informatique, on leur dit, ils sont vos fiscalistes. On a besoin de leur parler parce que cette réforme n'est pas juste vous, DSI, parce que nous, ce que je disais OpenText, on est un intégrateur et on est historiquement un prestataire EDI. Quand on est un prestataire EDI, on parle qu'avec l'informatique. Avec la réforme, c'est fini. On doit parler avec les comptables, les fiscalistes, donc d'où l'importance. En tout cas, côté OpenText, c'est comme ça qu'on essaye d'aider nos clients pour les inciter pour ceux qui n'ont pas constitué ces équipes transverses pour préparer la réforme correctement. Alors, on a encore une question en ligne. Est-ce que tous les types de factures ou avoirs sont implantés, sont impliqués, je pense C'est plutôt comme ça que je la poserai la question. Est-ce que tous les types de factures sont impactés sont impactés. Donc, marchandises, services. Oui, en effet, toutes les typologies de factures qui sont émises, que ce soit des factures normales, des factures en autofacturation, des avoirs, sont impactés par cette réforme-là et doivent être émises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique.
Après, il y a des petites subtilités sur des notes de débit, des notes de crédit qui n'existent pas aujourd'hui dans la réglementation française. Et donc, cela va disparaître et les entreprises doivent penser d'ores et déjà à se dire comment je dois revoir mes processus de facturation pour que je sois conforme avec la réforme. Autre question intéressante. Quid du backup si, en gros, les services tombent et si le prestataire ne devait plus être en capacité d'assurer le service? Donc là, on est plutôt sur de la sécurité, de la reprise d'activité, ainsi de suite. Oui, je pense que c'est une bonne question et c'est une question qu'il faut poser à vos prestataires de facturation électronique PDP ou opérateurs de démat pour assurer de leur capacité à assurer le service. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de nouveaux prestataires qui arrivent sur le marché parce que c'est un nouveau terrain de jeu pour tout le monde. Et donc, c'est une exigence, en effet, à prévoir dans vos expressions de besoin lorsque vous faites appel à des prestataires. Bon, après, la solution backup, ça va être le recours au portail public de facturation, qui est le portail gratuit proposé par l'État. Vous avez posé cette question, vous, Fad, à votre... Alors, j'ai envie de dire, c'est une question qui est... Déjà, c'est une excellente question, premièrement. Et deuxièmement, c'est une question qui a encore plus de sens pour une entreprise, une structure comme la nôtre, puisque au-delà des obligations et de la réglementation fiscale qu'on serait plus en mesure de respecter, on pourrait même plus fonctionner en réalité, puisque finalement, c'est à la fois notre prestataire de dématérialisation, mais c'est également notre logiciel comptable, tout simplement, qui nous permet de savoir qui on a payé, quand on l'a payé, comment on l'a payé, etc., etc. Donc ça poserait, j'ai envie de dire, des sujets qui vont bien au-delà du respect de la législation. Et ça contraindrait forcément le fonctionnement. Donc évidemment, oui, nous, on est très régulièrement en rapport avec notre prestataire sur la mise en service de la solution. On a, si on regarde un petit peu derrière, parce que effectivement, c'est en regardant le passé qu'on arrive peut-être aussi à prévoir un peu mieux l'avenir. On n'a pas eu de rupture de service sur les quasiment 10 dernières années, puisqu'on est exactement, faut toucher du bois. On n'a pas rencontré ce type de rupture de service. Néanmoins, ils ont eux-mêmes des data centers qui viennent. Alors c'est pour le coup, ça c'est la réponse en tout cas à ce type de questions lorsqu'on les pose à nos prestataires. Ils n'ont pas en fait qu'une seule base de sauvegarde. Aujourd'hui, la grande crainte des prestataires qui fonctionnent sur le cloud, c'est d'être attaqués, c'est d'être hackés sur une de leurs bases de données. La plupart d'entre eux ont 2 voire 3 backups. Et forcément, ils ne les positionnent pas chez le même hébergeur. Vous avez aujourd'hui des grands hébergeurs de données qui vont être OVH, pas mal d'autres. Google fait ça, Microsoft fait ça également. Il y a différentes solutions d'hébergement. Un bon prestataire, selon moi, ou en tout cas pour une structure comme la mienne, c'est qu'il ait au moins 2 ou 3 bases de données, 2 ou 3 serveurs hébergés chez différents data centers et distribués sur le territoire. Exactement. Donc ça, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, que nous on contrôle et pour lequel on s'assure d'avoir un backup. Parce qu'encore une fois, la conséquence, elle ne serait pas que fiscale pour nous, elle contraindrait forcément. Exactement. Allez, on prend une toute dernière question parce que le sujet intéresse, donc forcément il y a beaucoup de questions en ligne. Peut-être pour vous, Camilla, pour les factures hors de France, conserve-t-on le flux habituel ? C'est une très bonne question. Ça dépend justement si vous voulez profiter de cette réforme pour améliorer les processus et pour changer la façon dont vous êtes en train de travailler. Donc si vous êtes confortable avec la façon d'envoyer vos factures aujourd'hui à l'étranger, restez comme vous êtes. Si vous voulez profiter de cette réforme pour avoir des quick wins et améliorer la productivité, j'ai envie de dire il est temps d'avoir recours à la facturation électronique pour envoyer ou recevoir les factures, parce que la plupart des pays de l'Union européenne sont en train de travailler sur le sujet, et surtout qu'il y a une réforme européenne qui arrive qu'on appelle le VIDA, VAT in the Digital Age, qui va impacter l'émission et la réception des factures électroniques, y compris quand elles sont à l'étranger. Et donc, je tiens quand même à rappeler que pour ces factures-là, même si on maintient les processus, il y a l'obligation de e-reporting qui s'applique. Donc, les données de ces factures doivent quand même être envoyées à l'administration, ce qui est nouveau pour les entreprises. Bon, vous l'avez compris, on l'a dit tout au long de cette émission, des dates 2024, 2025, 2026 pour toutes les entreprises, indépendamment de la taille, et puis l'Europe qui rentre dans la danse aussi, 2028. Oui. Donc on a encore un tout petit peu
plus de temps. Merci beaucoup Camilla d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Fad d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous le 21 juin prochain pour parler cette fois-ci de knowledge management et comprendre comment l'entreprise aujourd'hui met en place la bonne stratégie pour conserver le savoir en interne et diffuser le savoir, notamment IT, au sein de l'entreprise. Excellente journée, à bientôt. Au revoir.